Salut tout le monde. Salut Julien. Bonjour. On a même du public qui reste Silencieux. caché et silencieux. Bienvenue dans ce nouveau concept que nous testons pendant Paris sous les pods, qui s'appelle 74 minutes ou 74 minutes pour nos amis suisses et belges. 74 minutes ou 74 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est la durée originelle d'un CD audio et donc d'un album, car c'était ainsi que l'on consommait de la musique il y a 20 ans. Oui, c'est un podcast de vieux cons. Ça pique. Alors, le but de 74 minutes, c'est d'avoir des gens passionnés de musique, passionnants, qui vont débattre autour d'un album d'un artiste précis. Pour ce premier épisode, nous allons parler de Muse, car je suis un gros fan de Muse, donc je vous ai imposé ce groupe, et je vous ai imposé Origin of Symmetry, car c'est le meilleur album de tous les temps. D'accord. Ni plus, ni moins. Le meilleur album de tous les temps de Muse, Sans sans hésiter. hésiter. Sans hésiter, à ce niveau-là, on est d'accord. Ouais, j'ai entendu un petit claque, mais ça va le faire. Alors, Simon, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter succinctement ? Ah, eh bien, je suis Simon, je viens de Belgique. J'ai 39 ans, je suis musicien, chanteur, grand fan de musique plutôt rock, plutôt énervé, on va dire. Rock énervé, c'est Oui, mignon. rock énervé, des gens qui ont des émotions à partager avec force de conviction. Et oui, donc j'ai beaucoup apprécié cette époque de Muse, donc je suis très content de venir en parler. Cool. Merci Simon. Monsieur X, sous X, présentez-vous succinctement. Bonjour, je représente le Patreon de Podcat. Putain. Non, je suis Rémi Papillon, auteur, compositeur, interprète et plus connu sous le AK de Sous-X, qui est le nom de mon ancien groupe Ok. quand j'étais ado. Voilà, et on faisait du pop rock plus ou moins énervé, ça dépendait de l'humeur et des filles qu'on larguait. Ok. Et t'es content qu'on parle de Muse ou moyen ? Alors, je suis très content qu'on parle de Muse. Tu sais que toi et moi, on n'a pas du tout le même avis sur à partir de quel moment c'est parti en couille. Oui. Mais ouais, je suis très content justement de pouvoir en débattre avec toi et que ça soit diffusé par la suite afin que tout le monde se rallie à mon opinion. Je pense que ça ne sera pas le cas. Nous verrons bien. On verra. Et donc, je suis Julien. Et j'ai été musicien aussi. Oui. J'ai été bassiste dans un groupe qui s'appelait les Fucking Blue Boys. Ah, Groupe éphémère qui faisait de la pop et du rock. Et c'était sympa. Et je suis un très 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 grand fan de Muse jusqu'aux 2 derniers albums. Je les ai vus 17 fois et j'étais même modo d'un forum de Muse au début des années 2000. quel était ton pseudo ? Du gros level. Loise. Mon Loise, pseudo est d'accord. Loise depuis que j'ai 13 Tu ans. n'avais donc pas un ça- pseudo en rapport avec Muse Absolument pas. Ah, dommage. Et j'avais un avatar de Debbie Harry, qui est la chanteuse de Blondie, Ah, que je trouve trop belle Hmm. à l'époque. Alors, et si on commençait par vous présenter le concept, donc on va parler d'un album, on va pas passer tous les titres, on va en passer 5 ou 6, aujourd'hui on en passera 6, et on commencera toujours par le dernier morceau de l'album, qui est souvent le morceau qu'on n'écoute pas, et la B-side japonaise, et on vous expliquera pourquoi il y a des B-sides japonaises, puis 3 ou 4 titres. Donc, le dernier titre de Origin of Symmetry est un titre qui est un qualificatif qui est souvent utilisé par les journalistes pour parler de Muse. C'est Mégalomania.
qu'est-ce que c'était bien. Ah là là. Alors, Grandiloquence. je trouve que ce morceau, il est vraiment une synthèse parfaite de ce qu'est Muse, c'est-à-dire Mhm. des envolées lyriques qui partent très très loin, des gros orgues. C'est-à-dire, on en fait beaucoup, quoi. On n'est pas là pour faire dans de la finesse, quoi. C'est vraiment, on veut en mettre plein la tête, mais plein la tête de manière raffinée. Ouais. Et si on tend bien l'oreille, on sent qu'il y a plusieurs couches en fait Et- dans les passages. Et malgré tout, ce qui est assez amusant, c'est que c'est un morceau qui manque d'expérimentation comparé au reste de l'album. Il n'y a pas beaucoup de choses surprenantes en soi. C'est vraiment toutes des superpositions de couches très très fortes qui se mélangent bien, mais il n'y a pas vraiment un truc qui va vraiment te surprendre en soi. Tu te Mm. laisses juste emporter par quelque chose qui fonctionne, quelque Ouais. chose qui est bien construit. La construction vraiment est très intéressante. Et si on tend bien l'oreille aussi, à un moment, on a aussi une caractéristique de Matthew Bellamy, qui est le chanteur, qui est à un moment, il se met Sa à. braguette. Non, pas sa braguette, c'est dans un autre morceau, mais sa voix qui peut partir très très haut dans les aigus. Et on verra après avec un autre titre que ça leur a porté préjudice au début. Cette voix de fossé, entre guillemets. Mais je trouve que ce morceau, il est très beau. Et petit fun fact, j'ai eu la chance de le voir jouer sur un vrai orgue au Royal Albert Hall à Londres. Donc le Royal Albert Hall, c'est l'équivalent de l'Opéra Garnier à Paris, mais à Londres. Magnifique salle. C'est une Mhm. très très belle salle et il y a un orgue gigantesque. Et ce morceau-là sur cet orgue, c'était juste mais fou quoi. Tu dis que ça résume bien Muse. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le groupe? Alors, le groupe, il est composé de 3 personnes. Donc, on a Matthew Bellamy, qui est guitariste et chanteur. On a Dominic Howard, qui est le batteur. Et en fait, les deux se connaissent depuis très longtemps. Ils ont formé un groupe au début qui s'appelait les Rocket Baby Dolls. Et puis, les membres du groupe sont partis dans les différentes bios que j'ai lues. On parle d'une époque où ils avaient 14-15 ans, hein, donc vraiment lycée. Leurs potes préféraient faire du skate que de la musique. Et puis, ils ont rencontré Chris Wolstenstone, putain, je sais jamais le dire, qui est le bassiste, qui est pour moi le mec le plus classe du groupe, et de loin. Clairement. Tellement. Il a un truc de ouf. Christopher Tony Wolstenholm. C'est imprononçable. Et ils ont fait leur carrière s'est lancée, ils ont fait un concours, comme souvent des tremplins musicaux dans leur région. Alors, faut savoir qu'à l'époque, donc on est 95-96, ce qui marche beaucoup au UK, c'est Jamiroquai. C'est d'accord. cette sorte de Jamiroquai de l'époque en plus, parce qu'il y a Ouais. eu des grosses phases différentes chez Jamiroquai. Donc, l'époque Space Cowboy, Ouais. vraiment avant Little L, donc Mhm. celle qu'il a vraiment où il est au top. Donc c'était très cette funk jazz. Enfin, je sais pas comment définir la musique de Jamiroquai, mais c'est groovy quoi. Oui, c'est groovy, c'est funky. Et Mais, eux, ils sont allés et ont décidé de faire du morceau à fond les potards et de détruire leurs instruments sur scène. Et ils avaient demandé à leurs potes qui étaient dans la public de monter sur scène et de détruire les instruments avec eux. Et ils ont gagné ce tremplin. Et ils se sont dit, ouais, putain, c'est ce qu'il faut qu'on fasse de notre vie, quoi. C'est trop cool. À l'époque, ils étaient très rock. C'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, clairement, c'était ce qui les animait. Donc, c'est une bande de potes qui vient du Devon. Donc, le Devon, c'est la partie sud de l'Angleterre. Et c'est une partie de l'Angleterre qui n'est pas grand-chose à faire, c'est très rural. Par contre, ils auront la chance, surtout Matthew Bellamy, de rencontrer un luthier qui s'appelle Manson et qui va lui faire ses guitares depuis le début jusqu'à maintenant et qui va lui faire des guitares custo avec beaucoup d'électronique embarquée en fait. Oui. On verra qu'il y aura souvent des pédales d'effets qui seront incorporées dans le corps de la guitare, ce qui pour lui permet de jouer des choses assez complexes sans avoir à avoir des racks de pédales de 3 km de long. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est plutôt des autodidactes, surtout Bellamy. Il a appris tous les instruments qu'il joue tout seul, même le piano? même le piano. Parce que le piano, ouais, on parlait tantôt du fait qu'il était chanteur-guitariste, mais Mm. tout ce qui est clavier, c'est forcément lui. C'est lui. Et autant dans les 3 premiers albums, sur scène, ils ne sont que 3. Et donc, dans la construction des morceaux, il fait des morceaux soit de guitare, soit de Mhm, piano. Par exemple, là, on ouais. vient d'écouter Megalomania, il n'y a pas de guitare. Ouais. Ouais, Parce en effet. qu'il pense déjà aussi, quand il est en studio, à comment il va le jouer en live.
À Et part... ça ramène vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de vouloir continuer à faire les concerts comme ils avaient fait. Ce Ouais. premier concert, c'est d'avoir ce groupe qui a une vue de ce qu'il va pouvoir produire avec ce morceau et de la construction que ça va pouvoir amener sur, Je sais pas si sur un vous, concert. si vous avez déjà vu en live. Non, Beaucoup non, de non. vidéos, mais jamais Non, mais moi. c'est intéressant. Je faisais ça moi aussi à l'époque où j'avais mon groupe. Et je pensais, mais je voulais une certaine honnêteté en fait entre la démo, la maquette qu'on allait faire, et ce qu'on allait faire sur scène. C'est-à-dire s'il y avait que 2 guitares, il n'y aurait pas 36 guitares ajoutées au mixage et Ouais, ce genre de je choses. suis assez d'accord. Et j'écrivais aussi tous les morceaux en partant du principe que ça devait pouvoir se jouer facilement en acoustique. Ou sinon la chanson était pas bonne. Si ça donnait pas bien juste guitare-voix, pour moi c'était pas une bonne chanson. Et je trouve qu'on retrouve ça dans la grande majeure partie des compos qu'il fait. Tu peux juste piano-voix ou même batterie-voix. Chez Muse, je trouve que ça peut rendre tout de suite. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Déjà, ils ont cassé ce truc-là à partir du 4e album qui est Black Hole and Revelation, où ils ont engagé un mec qui s'appelle Morgan Nichols pour venir sur scène faire les claviers. Mhm. Et Bellamy va de moins en moins faire des claviers. Et pour moi, l'injure suprême, c'est sur l'avant-dernière tournée où il commence à faire des morceaux qu'à la voix, il laisse même d'autres personnes faire de la guitare. Ah ouais, j'ai D'accord. pas vu ça, Mm. carrément quoi. L'autre truc aussi qui est très important dans Muse, c'est que c'est toujours une bande de potes. Ça fait plus de 20 ans que ça dure parce que Showbiz, qui est leur premier album, est sorti le 7 septembre 99 ou 99. Donc 7 septembre qui est une magnifique date, vu que c'est mon anniversaire. Et ils ont toujours... Il n'y a jamais eu aucune dissension dans ce groupe. Mhm. Et pourtant, ça a évolué. C'est-à-dire que Bellamy a leadé le groupe d'un point de vue musical au début. Et que de plus en plus, il a demandé aux autres membres de s'investir dans la création musicale. Donc ça fait maintenant 2 ou 3 albums, je pense, depuis The Second Law, qu'on entend par exemple le bassiste chanter. Mhm. Chose qu'il ne faisait jamais avant. Bellamy il faisait des chœurs, le chanteur aussi, mais il y a des morceaux où Bellamy ne chante pas, et c'est Chris qui chante. Je l'appelle D'accord, Chris ouais. parce que c'est plus simple pour moi de dire. Ouais. Je ne le connais pas personnellement. Donc voilà pour ce premier morceau. Le deuxième morceau qu'on va écouter, il s'appelle Futurisme, et c'est un morceau qui n'est disponible que sur la version japonaise de l'album, parce qu'il faut savoir que dans l'industrie du disque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pendant très longtemps, Ça l'est encore. ça l'est encore, Ouais. les versions japonaises d'albums avaient toujours un morceau en plus. J'ai l'impression que c'est de moins en moins répandu quand même ce genre de pratique maintenant avec l'avènement de tout ce qui est streaming, etc. Les albums sont sur Spotify et Alors sur Spotify, c'est la version japonaise pour le coup. Bah, il y a les deux. Il y a les deux. Ok, bah, moi là celle que j'ai, il y a Futurisme dedans. Sur le dernier album que j'ai beaucoup suivi justement là-dessus, c'est RM de Daft Punk, et il y a eu une version avec un morceau supplémentaire sur la version japonaise, ouais. Ok. Qui est un morceau de merde, hein, mais Et juste pour votre info, sachez que il y a des coffrets. Les 2 premiers albums ont un coffret qui s'appelle donc la Showbiz Box et la Symmetry Box, avec tous les singles. Et donc les singles, c'est généralement là où on trouve les B-sides aussi. Et qui a un coffret qui s'appelle Random 18, qui est que des B-sides sortis que pour le Japon. Muse a vraiment 2 pays où ils ont un aura très particulier, c'est la France et le Japon en fait. tout à fait. Je vous propose qu'on s'écoute Futurisme.
c'était bien encore. Moi, je kiffe. C'était bien. Je trouve que on mesure la qualité d'un groupe à la qualité de ses B-sides. Parce que les B-sides, c'est les morceaux qu'il ne garde pas pour son album. Enfin, Muse est un groupe qui, pour un album, fait entre 20 et 30 chansons. Mhm. Et même ses B-sides sont de très 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 bonne qualité. Il y a pas mal de groupes qui font ça, vraiment sortir Plein de morceaux. plein de morceaux supplémentaires, parfois même pas juste pour le Japon. Tu peux te retrouver avec le Japon, 3 pistes supplémentaires, et pour des éditions collector, avoir 2 titres supplémentaires, des choses dans ce genre-là, donc ça, c'est assez chouette. Il y avait Oasis qui avait sorti justement un album avec toutes leurs B-sides qui étaient au moins aussi bons, voire meilleurs que la plupart des albums qu'ils ont sortis. L'album Ouais. s'appelait Master Plan. Et System of a Down aussi, qui a fait C'est ça. ce que j'allais avec- dire, avec c'était style Stevie cet album. ouais. Ouais. En fait, voyant Toutes que des chutes, quoi. toutes leurs chutes étaient disponibles sur Internet, sur les réseaux, parce que c'était le début de Napster, Mhm. de Emule, etc. Ils avaient sorti cet album qui était un recueil de B-side et qui avait dit Avec une pochette Volez-le. en blanc et qui écrit juste dessus style cet album. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que quand tu l'écoutes avec Toxicity, qui était l'album qui avait été enregistré en même temps, c'est très dur de te rappeler sur lequel album tu vas trouver le telle morceau, telle chanson tellement la production est était forcément bonne. semblable du fait. Avec Futurisme, on est vraiment dans du Muse efficace pour le coup. Ça commence avec, comme beaucoup de morceaux, ça commence avec une grosse basse. Hmm. Une grosse basse et une batterie qui l'accompagne avant qu'on fasse rentrer la guitare. Moi, ça me laisse, enfin, quasiment tout l'album au niveau du son, justement, sur cette basse qui est très mise en avant et qui groove pas mal, je trouve. Ça me laisse un arrière-goût de grunge et de Nirvana. Je Alors. trouve vraiment que le jeu de basse est proche de Chris Novoselic et le son de la batterie, la façon, l'énergie avec laquelle frappe le batteur de Muse, on est vraiment proche de ce que faisait Dave Grohl sur l'album Nevermind. Alors, bon, faut savoir que Nirvana, c'était un groupe phare de l'enfance/adolescence des membres de Muse, puisque en 91, ils avaient une dizaine d'années. Ils ont jamais, comment dire, Bellamy a déjà dit plusieurs fois que Nirvana faisait partie des groupes qui l'avaient inspiré. Mais pour le coup, pour Origin of Symmetry, le groupe avec lequel ils ont bossé, c'est Rage Against the Machine en fait. L'ingé son, ce qu'ils appellent le technicien guitare, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est le mec qui va s'occuper de sonoriser en fait et de faire les prises de son de la guitare. Ok, et donc du coup ils ont rencontré donc Tom Morello qui est le guitariste de Rage Against the Machine et son technicien guitare, et on le verra après, mais c'est de là qu'est né Plug-in Baby en fait. Ok. Mais ouais, autant c'est un groupe qui fait très peu de reprises, mais qui adore travailler avec les techniciens d'autres groupes. Voilà pour Futurisme. Sur l'album en soi, ce que je peux vous dire aussi, déjà, c'est son origine. Alors, il faut savoir que Muse, et surtout Bellamy, est un mec qui adore faire des albums autour des dangers que représente la technologie. C'est Black Mirror en vrai. C'est Black Mirror en vrai, en musique. Ils ont fait un album qui s'appelle Drone. Oui. Ils ont fait un album qui s'appelle The Second Law, qui est une loi sur la technologie dont je ne me rappelle plus. Origin of Symmetry, en fait, c'est une théorie donc, qui vient d'un livre qui s'appelle Hyperspace, comme quoi la symétrie serait quelque chose qui régenterait le monde. Il y aurait une sorte de symétrie qui gouvernerait le monde. Je trouve ça assez poétique, c'est assez sympa. Et la dernière chose que je peux vous dire pour le moment sur l'album, c'est que en 2009, ils ont fait 2 concerts, c'est génie, pour fêter les 10 ans, où ils ont joué juste l'album. Ils ont joué l'album en live. C'est quoi le génie Parce que moi, c'est mon album préféré, donc je trouve que c'est du génie. Okay. Puis, une idée lumineuse en tout cas. Une idée lumineuse. Oui, tout à fait. Les mecs, on a fait un album, on va le jouer. Sur scène. Sachant que c'est un truc aussi qui est encore très rare, mais les 6 premiers morceaux de l'album, qui sont les meilleurs, ça se discute, s'enchaînent tout seul. Ouais. C'est vraiment, on dirait que c'est un morceau qui a été découpé en 6 parties, quoi. Alors que pas du tout, on le verra après. Est-ce que vous voulez écouter le 3e morceau ? Oui. Alors, on en veut encore. Alors, le 3e morceau, c'est Citizen Erased, qui est très long, puisqu'il fait plus de 6 minutes. Et on en reparle après.
7 minutes 21. Jamais kiff. ça passe en radio. Ça. Non, c'est lent, Jamais. c'est fait exprès. D'accord. Ah ouais. C'est c'est un morceau Enfin, qu'ils je ont dis jamais, mais qu'ils ont Bohemian fait. Rhapsody, Ouais, enfin, pour le coup, Queen a dû batailler pour le faire passer Ouais. en radio. Ça a Bohemian été Rhapsody. compliqué. énormément. D'ailleurs, ils ont changé de ils ont changé de label à cause de ça. Oui, tout le monde a vu le film. Ok. Et pour le coup, Citizen Erased a plein de caractéristiques. La première, c'est qu'effectivement, c'est un morceau de 7 minutes 21 qui est pas du tout formaté pour la radio. Et le groupe s'en fout. Ils Oui. n'ont jamais voulu faire des versions spéciales radio à Je l'époque. déteste ça. Et, Les groupes qui retravaillent leurs morceaux pour faire des versions radio édites. Ouais. Oh, c'est atroce. Et j'ai Alors, déjà été parfois, forcé d'en faire une. Parfois, les radios le font, par contre. Ça arrive que les Mhm. radios, les morceaux de Muse, j'ai déjà entendu cutter, mais c'est la radio qui le fait pour le faire passer dans 3 minutes 30. Mais c'est pas le groupe qui a fait une version radio édite. Ah, mais ils le font mal. Et Ah oui, bah, bien sûr. d'expérience, c'est un truc très très douloureux. On avait eu un morceau qui avait été enregistré par un étudiant. Ok. On avait eu un plan comme ça pour aller enregistrer un morceau en studio avec lui. Et dans ses missions, il avait notre morceau de 5 minutes 30 et il devait en faire une version de 3 minutes. Mais c'est impossible. C'est super chaud. Mais le mec avait produit un truc, ça n'avait aucun intérêt. T'écoutais le morceau, tu perdais absolument toute la construction Ouais, que tu bien peux sûr. avoir. Ah, bien Ça sûr. n'a aucun La sens. montée de l'émotion Ouais, et tout, c'est- ça tue un morceau. Quoi. Tout était perdu, quoi. Donc en fait, Bellamy a déclaré sur ce morceau, on l'a testé sous plusieurs formes, traité dans différents styles, avec divers sentiments qui correspondaient à plusieurs moments de l'enregistrement. Et finalement, le morceau récapitule cet état d'esprit avec 2 ou 3 beats différents, et cela rend le morceau plus riche. Ah, il y a un truc qui me marque, c'est à la fin, tu as toute la partie calme et le petit son Le en petit fait, pont. qui fait la liaison avec le prochain morceau. Ce que ne font plus quasiment Ouais. la Non, majorité y a des plus- groupes. Non, c'est une d'écrire compile de vraiment- ouais, singles, voilà. quoi. Mais par contre, je trouve vraiment. Je me demande si la dernière partie n'a pas été écrite exprès pour la transition. Alors ça, c'est possible, par contre. Ouais. C'est clairement un truc que tu aurais pu trouver en interlude dans l'album, en fait, une piste. Ouais, à comme faisait elle-même, Offspring. ouais. Offspring faisait souvent Mhm. ça, des toutes petites petite pistes transition. d'interlude, justement pour faire la liaison entre les morceaux. Mais généralement séparés, pour ne Ouais. pas justement pénaliser morceau, la diffusion ouais, des tout à morceaux fait. éventuels. Et alors, petit tip, si vous voulez reconnaître que ce morceau va être joué en live, il se joue sur une guitare à 7 cordes. D'accord. Donc si vous voyez Bellamy avec une guitare à 7 cordes, il ne peut jouer que ce morceau-là. C'est la seule. C'est la seule. Ok. Donc guitare qui, comme je l'ai dit, a été faite spécialement pour lui par Monson. Et effectivement, c'est un morceau qui est trop bien. Ouais. Il Ah. est long à finir. Il est Ouais. long à finir, mais moi je l'aime. Je l'aime d'amour, mais pas autant que le prochain. Le prochain, c'est Newborn, On en parle après. qui est le morceau qui On sera à la radio. ouvre l'album. On en parle après le titre. Et on en parle après le titre. Ça me si rappelle je suis le encore là. concert de 94. Link it to the world, link it to yourself, stretch it like a bird squeeze. The love for what you hide, the bitterness inside is growing like the newborn. When you
Donc, Alors, Newborn. le meilleur album de tout, le meilleur titre. titre. Honnêtement, Muse. c'est Je le vous laisse morceau. parler avant. C'est vraiment le morceau sur lequel j'ai découvert Muse. Je connaissais Muse, j'avais entendu des morceaux de showbiz, mais c'est le morceau sur lequel j'ai découvert Muse. Quand j'ai entendu ce truc, j'étais bassiste à l'époque, je me suis effondré sur moi-même d'entendre ce mur de son. C'était un truc de malade. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Il y a un travail monstrueux que je ne me rendais pas encore forcément compte à l'époque, que je comprends maintenant avec le recul. Tu parlais de Rage Against the Machine un petit peu plus tôt. Ce qui est assez amusant, c'est que Ouais. je trouve qu'ils ont exactement le même genre de collaboration, tous les deux ici, guitare, basse, qu'ils l'ont chez Rage Against the Machine, où à un moment donné, quand Tom Morello va partir dans ses envolées expérimentales complètement folles, comme Bellamy peut le faire ici, il y a toujours cette basse qui est en place, qui est implacable, avec un son incroyable qui remplit tout l'espace et qui laisse vraiment la folie partir là où elle doit aller. C'est un travail incroyable, je trouve, de fournir ce socle super important pour laisser la musique s'exprimer comme elle s'exprime. Et ce morceau, avec le prochain, sont vraiment les deux morceaux chez Muse pour moi qui l'expriment le mieux. Ouais, mais c'est comme tu dis, effectivement, c'est comme ça que tu as le déclic en fait. Ça te fait tilt. Tu te dis, putain, ouais, c'est le morceau signature du groupe. La prod est ouf derrière, le mur de son avec juste, on le rappelle quand même, 3 instruments principaux, parce qu'on a aussi du clavier dessus, mais principalement c'est guitare, basse, batterie. Le rock. Le rock, non mais c'est vrai, Mais c'est ça, c'est Le important. power trio, quoi. Ouais. C'est important à souligner parce que t'as aujourd'hui, après par la suite dans le rock, on a eu Linkin, on a eu toute la vague de new D'électro. metal. Bah, Avec l'incorporation avec de l'incorporation musique électronique. de musique électronique de plus en plus, mais au début, Linkin Park avait pas tant de musique électronique que ça, bien qu'il y avait le DJ avec eux. Mais quand tu t'intéresses un petit peu au mix de tous ces groupes de new metal, Limp Bizkit, Linkin Park et tout ça, c'est des additions et des additions et des additions de Mhm. pistes de guitare qui te produisent un gros son. Là, t'as pas ça. Là, t'as Non. juste une guitare, une basse, une batterie. Et la grosseur du son, tu l'as de la même manière. C'est hyper bien produit. Et le morceau fait aussi que tu as ce mur de son, cette énergie, ce rock. C'est Alors c'est les ouf. deux producteurs, parce qu'il y a eu deux producteurs en fait sur l'album Origin of Symmetry. Au début, ils ont pris un autre producteur que Showbiz. Ils ont pris David Bottrill, qui est le producteur de Deus et de Tool. Ouais. Donc lui, il s'est occupé de Plug-in Baby, de Newborn, qu'on vient d'écouter, de Bliss qu'on va écouter, et de Dark Shine. Et en fait, lui a dû partir. Alors ils ont enregistré à Abbey Road, hein, Mhm. qui est le studio des Beatles. Et en fait, Bottrill a dû repartir aux États-Unis pour produire un album de Tool. Et du coup, c'est le producteur du premier Showbiz qui s'appelle John Leckie. Et c'est pour ça que les deux premiers albums sont peut-être les deux qui se ressemblent le plus dans la discographie Ouais. de Muse. Et donc, John Leckie, c'est un des ingénieurs du son de Abbey Road. Et il a produit les deux albums solo de John Lennon, du Pink Floyd et du George Harrison. Mhm. Donc, le mec est considéré comme une des pointures en Angleterre en termes de production de son. Mais tu me parles pour ce morceau du producteur qui s'est occupé de Tool. Mais quand j'entends ça, quand j'entends un morceau comme Sober de Tool comparé à celui-ci, tu as le même genre d'importance, de lourdeur dans le son, de construction. C'est vraiment un travail de fou. Et j'aimerais bien savoir comment ils sont venus avec l'album. Est-ce que c'était dans leur tête déjà le morceau d'introduction de l'album? C'est quand même un pari super risqué de mettre cette introduction si calme, si posée, calme, cette oui. voix si haute, avant de faire ce break pur, le build-up une fois terminé, une fois que tout est sur le point de monter, on sait que ça va mal tourner, entre Oui. guillemets, on sait que c'est parti. Alors, Et c'est Plug-in Baby, hein. Le premier morceau qu'ils ont fait pour cet album, c'était pas Newborn, c'était Plug-in Baby. Ça sera aussi, on en parlera après, mais le premier single. Mhm. Alors qu'en soi, alors Plug-in Baby, c'est un morceau très efficace, mais qui reflète pas l'album pour moi. Non, du tout. C'est juste un pur morceau rock très, 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 très brutal, très efficace. Newborn, alors Newborn est pas déconnant quand tu écoutes Showbiz, puisque Showbiz a déjà des morceaux avec du piano. Mais effectivement, c'était un pari de faire cette intro, enfin déjà de faire un morceau de 6 minutes 20,
avec une intro d'une Encore. minute 30. Encore. Ouais, non mais ils sont eux, enfin pour le coup, ils font de la musique qu'ils ont envie de faire et qu'importe la durée quoi. Mais Mhm. ici, comparé au morceau précédent, on les voit pas passer ces 6 minutes 20. Ouais. Exactement. ouais. Non mais C'est- là il y a une énergie. L'énergie fait tout et c'était le problème, entre guillemets, on peut pas vraiment parler d'un problème, c'était le moment où on pouvait se perdre en tant qu'auditeur dans le morceau précédent. Ici, on est même écœuré au moment où ça se termine, on en voulait encore, on avait encore envie d'une construction, on avait encore envie que ça remonte une fois, une Yes. dernière fois, parce qu'on n'en a pas eu Un assez, nouveau quoi. gros break avec un nouveau autre gros truc break, qui te un- fait tilter. Un truc qui va nous surprendre, quoi, et ça c'est Ouais. leur force. Alors, je vais vous dire des trucs sur Newborn à côté déjà. Le clip de Newborn, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, je regarde plus les clips Ok, depuis une donc éternité. le clip de Newborn, c'est ils font ce morceau, ils jouent ce morceau d'une sorte de village avec une gamine qui a une sorte de luciole Ouais, qui j'en tourne autour de vois sa un peu. tête. Parce qu'en fait, l'inspiration autour de ce titre, c'est qu'il y aurait une technologie. Enfin, on vivrait dans un monde où il y aurait une technologie qui serait régie par une matrice et on serait tous connectés à cette matrice par une technologie qui serait dans notre cerveau. C'est ce que raconte Newborn. Et donc lui, ça lui fait peur, Bellamy. Et si je vous parle du clip, c'est parce C'est que pour nous parler de sa thérapie. non, c'est que tous les figurants du clip sont des fans de Muse. C'est-à-dire qu'au tout début, pour tous leurs clips, ils demandaient aux fans de venir Ça, c'est sympa. faire une apparition en fait dans le clip. Plutôt que d'engager des figurants, ils préféraient demander aux fans de venir. Donc ça, c'était enregistré. Putain, j'ai peur de dire une connerie, j'ai en Pologne, en République tchèque, mais dans un pays de l'Est. Mm. Et tous les fans de ce pays, via le fan club, parce qu'à l'époque, on avait encore des fan clubs. Je sais pas Les si c'est fan un truc clubs. qui existe toujours. Ils avaient Et- reçu rendez-vous via la newsletter, Exactement. probablement. Ouais. Pour venir enregistrer. C'est quand même cool, quoi. En plus, tu peux rencontrer ton Oui, groupe. oui. C'est ultra cool. Et alors, attendez, parce que j'ai un petit livre. Qui coûte 5 francs. On vient de l'entendre. cinq- Non, d'ailleurs, 5 euros, 5 euros. Alors, Newborn représente la crainte. Imagine le monde dans lequel nous vivons, où l'on nous parle à longueur de temps de modifications génétiques, de trucs dans ce genre. Tu ne peux presque plus distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. On parle en 2001. hein. Mhm. C'est cette peur du vide. Mais ce n'est vraiment pas ce que je ressens, du moins en ce moment précis. Ça essaye plutôt de représenter ce que peut penser, ressentir une personne aujourd'hui. C'est une chanson qui s'approche par son thème de Citizen Erased, qu'on a déjà écouté, ou de Bliss, qui, elle, veut mettre en avant le fait de donner sans pour autant attendre quoi que ce soit en retour. Explique donc Bellamy quand on lui demande pourquoi tant de morceaux sont sombres sur cet album, comme Newborn. Dernier truc que je peux vous dire sur Newborn, c'est que moi, toi tout à l'heure tu as dit que c'est le morceau qui t'a fait découvrir Muse. Moi, c'est encore plus important que moi, c'est le morceau qui m'a fait découvrir le rock. Ah C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais 15 ans et j'écoutais que du rap. À l'époque, j'étais un mec en jogging et en baggy. Oh yeah, tu représentais la street cred. Grosse street cred de Normandie. Et, Le hip-hop. et en fait, je traînais dans. Moi, j'ai habité en bord de mer, j'ai grandi en bord de mer, et on avait une sorte de club où tous les ados se réunissaient l'été. Et je me rappelle d'une nana qui s'appelle Alice, qui a ramené un CD de musique rock. Elle habitait Lille. Et le premier morceau de ce CD, c'est à l'époque où on commence à faire des CD gravés, c'était Newborn. Et je me rappelle que je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc lourd? Et que je l'ai téléchargé le soir et que je pense que pendant une semaine, je n'ai écouté que ça sur mon CD gravé, quoi. Donc là, on se fait censure par la SACEM, mais doublement entre la diffusion des morceaux, le piratage, la Voilà ma gravure réponse. et tout. Nous sommes ici pour faire découvrir de la bonne musique Tout aux à gens. fait. Voilà. Et donc, tu as changé radicalement du rap au rock. Alors, j'écoute toujours du rap, mais j'écoute plus de rock que de rap. Après, ça dépend parce que le rock a été très fort pendant les années 2000. Le rap est Avec maintenant Kyo. très fort depuis 3-4 ans. Et vraiment, ouais, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de Muse, quoi, clairement. Ok. Clairement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Newborn ou est-ce qu'on passe au morceau suivant? On Non, peut je pense passer, qu'on. Ouais. Le morceau suivant est le morceau qui suit dans l'album. Et du coup, je vais juste lancer la fin de Newborn et vous allez voir à quel point C'est important, oui. tout s'enchaîne.
Everything about you pains my envy. Your soul can't hate anything. Everything about you is so easy to love. They're watching you from above. Give me all the peace and joy in your mind. I want the peace and joy in your mind. Give me the peace and joy in your J'ai l'impression que c'est toi qui as plus kiffé que moi là. Ouais, il y a des choses dans ce morceau que je trouve complètement dingues. Il y a ces montées de batterie, ces montées de caisse claire qui sont folles, ces allers-retours à la guitare avec cette disto très faible comparée au reste du morceau. Il y a vraiment un grain, il y a une émotion différente dans la guitare. Il y a beaucoup d'émotions dans la voix où il va chercher des aigus très très prononcés. Ouais. Mais je trouve c'est un des morceaux dans lequel il met plus de l'émotion réelle dans son jeu de guitare. Alors, Tu vois ce pendant que je veux dire? C'est très moins longtemps, technique. c'était un des morceaux qu'il préférait jouer sur scène. Et je suis pas étonné parce que c'est un morceau où il est pas en train de faire de la démonstration. C'est simple ce qu'il joue, mais il y a ces triples sont là quoi. Ouais, Ces puis triples sont là. c'est un morceau qui est moins sombre que le reste de l'album, donc forcément peut-être que Mhm. c'est ça aussi qui joue sur ton ressenti. Et ce break. Ça et puis l'aller-retour sur le riff de guitare, c'est enfin un bon riff. Généralement un bon riff, on appelle ça un money maker. C'est la petite ritournelle qui va Mm. revenir sans cesse et Qui vend l'album. qui vend l'album et qui vend le morceau. Et qui va faire que les gens vont vouloir le faire à la guitare. Et là, c'est pas tant la mélodie, c'est vraiment la façon dont il joue son riff rythmiquement qui est Ah, c'est marrant qui parce que était innovante en fait pour moi c'est l'époque et plus qu'on les avait jamais synthés entendu. qui me... C'est vrai. Ah Ah, mais ouais, les synthés, on est avec totalement les dans cette arpèges et tout, c'est tellement beau. on est totalement dans cette période où le rock commence à embrasser légèrement la musique électronique aussi et on Mhm. commence à rajouter des choses un petit peu plus bizarres et Muse a été l'un des précurseurs clairement dans ce domaine-là, hein. Mais ils Tu- sont pas là tu le pour disais. rien. Ils sont là pour servir le groupe. Tu vois. Le morceau n'est pas construit autour d'eux. Ils sont là pour aider le groupe à dire ce qu'il a à dire autrement et à partager l'émotion qu'il doit mettre dans le reste des instruments. Mm. Et je trouve ça fou. C'est Ouais. vraiment un de mes morceaux préférés. Le clip permet de voir que Bellamy s'est longtemps cherché capillairement. Il avait là les cheveux Il s'est hérissons trouvé rouges. un jour. Il s'est Est-ce qu'il trouvé, s'est trouvé ouais, un il s'est jour trouvé. Il s'est trouvé, mais c'est vrai qu'au début, il faut savoir que Bellamy s'est jamais caché qu'il prenait pas mal de drogue au début. Alors, j'entends par drogue des champignons hallucinogènes qui l'aidaient selon lui, à créer
de la musique. Et ça se ressent aussi donc déjà dans ses choix capillaires, parce qu'il change de... Je crois qu'à cette époque, il a eu les cheveux rouges, les cheveux blancs, les cheveux bleus et les cheveux noirs, selon les périodes. Et c'est un clip qui est très poétique. Donc effectivement, c'est Bellamy qui Ouais. tombe pendant 4 minutes au centre d'une planète, partant on va dire, de l'hémisphère nord et arrivant à l'hémisphère sud. Et donc je vous disais que c'était un des titres préférés du chanteur, parce que pour lui, ces synthés style années 80, c'est très con, mais ça lui rappelle les dessins animés qui passaient à la télé quand il avait 5 ans. Donc ça, c'est une Ouais. petite manette de Proust pour lui. Et puis, dernière chose, enfin deux dernières choses par rapport à ça. Origin of Symmetry a été suivi 1 an après sa release, sa publication, pardon, d'un DVD, le premier DVD live du groupe qui s'appelle Oula Balou, qui est, faut pas être épileptique. Clairement, au niveau d'un point de vue montage, il fait très Ouais. mal à la tête, mais d'un point de vue captation sonore, si vous avez un bon système audio chez vous, c'est une perle. C'est un concert qui est très, qui est très très énergique. Alors Muse, je pourrais pas les qualifier de bêtes de scène. Et puis ils se sont quand même permis de sortir un gros live, parce que c'est sur 2 albums, si je dis pas de bêtises. Alors en fait, dans le double CD, c'est que des inédits et des morceaux du live. Mais t'as pas, en fait, tous les morceaux tu les as sur le DVD, mais tu les as pas sur le CD. Ouais. En Bah, live. enfin, c'était pas courant à l'époque, et je pense que ça l'est De pas. sortir des De lives sortir comme ça. un live comme ça après avoir Après sorti seulement 2 uniquement albums. 2 2 albums, albums, c'est ouais. Bah, c'est ça ouf. veut dire que tu as assez de bons morceaux dans Ça, 2 et albums puis pour faire ça. t'as confiance en toi quand même, hein. Bah. T'assures sur scène, et il y a pas de chichi sur ce qu'il donne dans les disques, il le donne sur scène. Il le donne Ouais. 10 fois sur scène. En fait, quand je disais que c'était pas des bêtes de scène, c'est des bêtes de scène musicalement. C'est-à-dire qu'en live, tu en prends plein la gueule, mais c'est un groupe qui n'a aucune interaction avec son public. À part dire bonjour Paris quand ils arrivent, et puis peut-être faire un Come on Paris sur Night of Sidonia, t'auras aucun échange avec eux sur scène. Ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour jouer leur musique. en fait. Performer, là, ouais. Pour performer, ouais. Je recommande énormément ce concert, parce que pour moi, il a une playlist enfin une setlist pardon, qui est magnifique, qui est agrémentée donc de Showbiz, d'Origin of Symmetry et de pas mal de B-sides, plus quelques inédits de l'époque comme Dead Star ou In Your World, qui sont vraiment 2 morceaux très rythmiques, très très énergiques et qui donnent la pêche. Et enfin, pourquoi je fais le lien avec le live, c'est que Bliss pendant très longtemps était le morceau qui clôturait les concerts, parce que sur toute la tournée d'Origin of Symmetry, et même si je dis pas de conneries sur la tournée liée à Absolution, qui est le 3e album, Muse avait la particularité de jeter des grands ballons gonflés de confettis sur la scène, que Bellamy ou Chris s'amusaient à percer avec leur instrument quand le public leur envoyait sur scène. Et Bliss, quand vous voyez Bliss en live et que vous voyez ces ballons de confettis, ça se marie très bien aussi. Ouais, mais la chanson ferme bien, je pense. Ouais, c'est vraiment cohérent.
on est d'accord que sur tout autre morceau, la disto sur cette basse serait totalement dégueulasse. Ouais. Et ici, elle est Trop de parfaite. disto, Elle est tu la parfaite. disto. Alors, ce morceau, il y a tellement de choses à dire. Déjà, pour moi, c'est le morceau le plus rock de l'album. Enfin, clairement, Absolument. tu peux pas faire plus massif trio, comme vous disiez, guitare, basse, batterie. Ce que dit Bellamy sur l'enregistrement de, de ce morceau, donc je disais c'était le morceau qu'ils ont fait avec le technicien guitare de Rage Against the Machine, c'est qu'il est, si le titre semble assez direct et massif, c'est qu'il a été enregistré de manière assez brute. Il n'y a pas de réenregistrement de guitare ou de basse, tout est joué en direct. C'est vraiment le son d'un trio, une guitare, une basse, une batterie. C'est sans doute ce qui donne cette impression. C'est vraiment le son qu'on a en concert par exemple. De plus, nous avons beaucoup joué cette chanson depuis l'an dernier, que ce soit en répétition, en balance, en concert. Elle est donc parfaitement au point. C'est ce qui doit donner cette impression d'efficacité. D'une manière générale, je pense que le prochain disque aura, au niveau de toutes les chansons, ce souci d'efficacité. Donc là, il parlait d'Origin of Symmetry parce que il sortait de Showbiz et il venait de composer ce morceau. Que dire de plus au niveau du ressenti, tout à l'heure, vous parliez de Moneymaker. Donc clairement, le riff de début de guitare, c'est un truc que beaucoup de guitaristes essayent d'apprendre. Vraiment. Ouais. Plugin Baby. C'est l'histoire du morceau, c'est l'histoire d'un sex shop. Le clip, en fait, si vous vous rappelez aussi ce que c'est des sortes de femmes qui, en fait, ont le bas du corps qui sont par des tentacules mécaniques, en fait. C'est pas c'est pas des jambes. C'est pas des Pas du hentai tout. japonais. Pardon? C'est pas des hentai japonais. Non, je pense qu'elles sont considérées comme des prostituées dans le clip. Ouais, j'y peux rien, hein, J'ai pas dit que tu pouvais quelque chose. Et Bellamy dit que, en fait, il a toujours eu peur de la technologie, comme je dis un peu avant. Pour lui, la technologie, elle évolue beaucoup plus vite que nous, donc nous humains. Et selon lui, il y a le bon et le mauvais côté. Abandonner toute individualité, devenir une entité via des câbles ou des corps génétiquement modifiés qui pourront vivre dans l'espace, mais aussi perdre toute notion d'individualisme. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à l'écoute de ce morceau? Je le trouve pas aussi rock que ce que tu dis. On sent bien l'harmonie de l'enregistrement en fait en une prise et tout le monde joue en même temps. C'est De Palmas qui avait fait ça sur un album aussi. Et ça se sent vraiment effectivement dans le groove des transitions sur le morceau. C'est peut-être- léger flottement comme ça. Mais, Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la manière normale, entre guillemets, d'enregistrer un morceau, c'est Normal, ça dépend à quelle Bah, époque tu places ça- ça. ouais, voilà, c'est ça, ça se fait plus comme Maintenant, ça. oui, mais, c'est plus comme ça du tout. Mais à l'époque, c'était instrument par instrument. Non, les Beatles, ils enregistraient, ils jouaient tous ensemble. Le gros problème de ce type de configuration, quand t'es pas dans un très très grand studio, c'est d'arriver à isoler la batterie. La batterie fait énormément de bruit et forcément tu as bleeds, des comme on dit. repiques sur les micros, alors que les amplis guitare, tu peux les prendre en direct, t'as pas ce problème-là. Mais c'est vrai que le morceau n'est pas plus rock que la fin de Newborn. Ouais, et C'est puis- pas plus rock que la fin de Newborn quand ça s'emballe Le- dans Newborn, c'est le même niveau d'intensité. Le riff, il a un côté, rebondi, fête foraine, je trouve, tu vois, qui adoucit ce côté rock. Enfin, c'est pas parce que tu mets de la disto que c'est rock. Non. C'est oui, t'as une sorte d'esprit rock quand même qui en transpire, mais ouais, je trouve que le riff, il a un côté gentillet qui amène Accessible. pas de l'agression en fait au morceau. Mais le morceau est pas agressif en soi dans le chant non plus. Donc Ok. Simon? Mais bon, oui, moi je vais pas te dire que c'est agressif comparé à ce que par j'ai rapport à ce tendance que tu à produis écouter toi-même. habituellement, mais par rapport au reste de l'album, par rapport à la majorité de l'album, oui, c'est un des morceaux où il y a le plus d'intensité dans le jeu, mais il a un côté, il y a tous les marqueurs qui étaient nécessaires. C'était un single, ils ont écrit un single, ça c'est clair et net. Est-ce que sa voix vous gêne sur ce morceau? Parce qu'il part quand même dans les aigus, très haut. Est-ce qu'il part vraiment plus haut qu'ailleurs? Non. Il y a des moments où il fait des pics d'aigus, mais je trouve ça moins choquant pour une oreille non avertie, pourtant, qu'une introduction comme celle de Newborn, où il va faire des longues mélodies, où il va chercher des notes très aiguës, où là, il peut
t'emmener dans quelque chose de malaisant. Ok. Alors qu'ici, c'est juste une note très aiguë, un gros point, quoi. Bah, sache que le producteur de l'époque, enfin pas le producteur, le responsable de la maison de disques américaine de l'époque, ne pensait pas comme toi. Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé de Queen qui a quitté de maison de disques pour faire en sorte que Bohemian Rhapsody soit le single de leur album opéra rock. Aux US, Muse n'a été distribué qu'en 2005. Donc là, l'album était sorti en 2001. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont été ultra populaires en France, au Japon. Ils l'ont été plus tard aux US, mais ça n'a jamais été la même popularité. Ils ont eu beaucoup de mal à s'implanter aux US. Ouais. Ils avaient demandé à Matthew de chanter moins haut. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Exactement. Sur le morceau, ils ont demandé à Bellamy de réenregistrer le morceau avec une voix moins haute. On parle d'un groupe qui fait des morceaux de 7 minutes, donc autant vous dire que quand vous demandez au groupe de enregistrer un morceau avec une ou deux octaves plus bas, ils vous disent Surtout fuck. pour un morceau qui a été fait en une prise Oui. et tout, machin. Si tu veux, il y a Compliqué. un moment, tu veux lui dire, bon, Et du coup, le label a mis fin au contrat avec Muse et pendant 4 ans, ils ont été interdits d'être distribués aux États-Unis. Parce que le contrat précédent courait toujours, donc ils ne pouvaient pas signer autre chose. Exactement. C'est moche. C'est moche. Et donc, bah, c'est bête pour eux, hein. C'est bête pour Maverick Records. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais bon. Et c'est ainsi que se termine ce premier épisode de 74 minutes qui fait 72 minutes. on y est presque. Ah, le c'est temps de dommage. placer un petit Patreon et un petit Ouais. podcast pour les autres. Un petit pari sous les... Merci à Podcastéo de nous accueillir pendant Merci ce à pari sous les Podcastéo. pods 2. Merci de vous accueillir vous-même. Merci au public. Non, merci à... Merci à Mélanie. Et oui, le public a changé en cours de route. Merci Simon, merci Souzix. C'était très agréable. Merci Julien. Ouais, je pense que ça se sent, mais j'ai beaucoup apprécié faire cet épisode. Oui. Ouais. J'espère qu'il y Faudra en en aura faire d'autres. On est très très bien sorti. Je suis Ouais. content. Faut du arriver à trouver résultat quelque final. chose qui plaît à tout le monde après. Oui. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Bon, on n'écoutera pas les retours et puis on en fera d'autres. C'est pas grave. Ciao tout le monde. Ciao et merci beaucoup. À la prochaine.